Salut tout le monde! Bienvenue à TV Laval Nouvelle. Tu t'en allais parler? Je m'en allais parler, puis là, il y a M. Jean-Jacques Lapierre qui entre sur le plateau présentement. Monsieur Jean-Jacques Lapierre, bonne fête! Donc, c'est l'anniversaire. 81 ans, 81 Jean-Jacques Lapierre, ans. qui fera une entrevue, d'ailleurs, au cours de l'émission. Au cours de l'émission, on pourra, bien sûr, y revenir. Nicolas Vincent Poirier avec Star Wars. On a aussi Eduardo Dacosta, qui vient aussi de faire son entrée sur notre plateau. Salut! Et qui viendra nous parler de TV Laval, qui en est, lui, le directeur général, le bilan de l'année, la prochaine année, les projets également, vos émissions qui vont revenir, d'autres peut-être qui, justement, pourraient s'ajouter à la programmation. Notre cher Arès Bourlacourt qui nous parle du futur des médias. Et vous me verrez peut-être pas dans un petit segment ou deux parce que... Il est pas censé être là, Alex, en ce moment. On triche, là, en ce moment. Je disparais, voilà. je réapparais. On triche, on enregistre l'intro à la fin de l'émission. Au moment d'enregistrer avant Noël. Aujourd'hui, c'est le 19 décembre parce qu'il y avait tempête de neige. Et peut-être aussi parce que là, on s'apprête au cours des prochains jours à manger une bûche de Noël. Puis il y a quelque chose qui me scandalise avant de commencer le côté nouvelle. Je veux juste dire qu'on pourrait rebaptiser les bûches de Noël, parce qu'il n'y a même pas de bois dans les bûches de Noël, fait qu'on pourrait appeler ça des cylindres sucrés. Je sais pas qu'est-ce que je vais te laisser faire tes nouvelles. Okay, moi, tant qu'il n'y a pas de gâteau aux fruits, il n'y a pas de gâteaux aux fruits qui sont aussi durs finalement que les pâtes de Carey Price. Donc, allons-y maintenant avec ce premier segment de nouvelles. C'est plus de 125 000 $ d'amende pour une entreprise de Laval et son administrateur, finalement, qui lui ont été administrés comme montant à payer. Severino Ricciardelli et la société, qui est sous son joug, eh bien, ils ont été condamnés à payer des amendes totalisant 125 948 $ relativement à un cas de fraude fiscale. C'est le 20 novembre au Palais de justice de Laval que M. Ricciardelli, un résident de Dollard-des-Ormeaux, et la société ont plaidé coupables à des accusations reliées à de fausses déclarations de taxes. Ils ont été condamnés à payer chacun des amendes de 62 959 $ dans un délai de 12 mois. Les condamnations découlent de perquisitions menées par Revenu Québec en mai 2015 à Laval, Sainte-Anne-des-Plaines et Dollard-des-Ormeaux, ainsi que dans la région de Montréal. Revenu Québec rappelle qu'elle a pour mission de s'assurer que chacun paye sa juste part du financement des services publics, son objectif étant de maintenir l'équité fiscale dans l'intérêt de tous. Un conducteur défonce une porte de la caserne 2. C'est un individu qui a foncé dans la troisième porte de la caserne 2 du service de sécurité incendie de Laval, située sur le boulevard du Souvenir, la défonçant de 3 pieds vers l'intérieur il y a quelques jours dans la matinée du 13 décembre. Les pompiers travaillaient à l'intérieur mais étaient éloignés, heureusement, de l'endroit de l'impact, de raconter le chef aux opérations, Michel Saint-Jean. Ils se sont approchés après avoir entendu le bruit pour apercevoir le véhicule, effectuer un 180 degrés et s'éloigner. Personne n'a été donc blessé. Le fuyard a perdu le pare-choc d'un véhicule de couleur pâle de marque Dodge Caliber. Certains pompiers auraient possiblement réussi à donner une description du conducteur enragé sa voiture. Et peu d'informations sont parvenues jusqu'ici, soulignait Evelyne Boudreau au moment d'enregistrer ce bulletin. C'est évidemment la police de Laval qui a pris en charge ce dossier. Entente de principe à la résidence l'Éden, dis-je bien, de Laval. Les 148 employés de service de la résidence l'Éden de Laval sont de retour au travail à la suite d'une entente de principe intervenue entre l'employeur et le comité de négociation du syndicat québécois des employés et employés de services affiliés à la FTQ. L'entente a été adoptée lors d'une assemblée le 13 décembre. La nouvelle convention collective améliore de près de 20 % les salaires des plus bas salariés et aussi les personnes préposées aux bénéficiaires ont obtenu des augmentation d'un peu plus de 17 % sur 5 ans. Le contrat de travail prévoit également l'augmentation de diverses primes, dont celle d'ancienneté qui bénéficie à la rétention du personnel d'expérience. C'est ce qu'a expliqué Cassandra Leclerc, présidente syndicale des travailleuses et des travailleurs de l'Éden. La négociation n'a pas été facile. Nous avons dû avoir recours à la grève. Les moyens de pression ont porté fruit. Il y a quelques semaines, le tribunal administratif du travail avait déclaré suffisants les services essentiels prévus pour assurer la santé et la sécurité des résidents après le déclenchement d'une grève de durée indéterminée. C'était le 22 octobre. Les pneus d'hiver, on le voit, on le sait, avec les différentes tempêtes de neige, le délai de tolérance est expiré depuis le 15 décembre et le service de police de Laval qui a déployé d'ailleurs une opération spéciale dans 3 secteurs de l'île Jésus dans la matinée du 15 décembre afin de vérifier si les usagers de la route, comme vous, comme moi, ont chaussé leurs véhicules de pneus d'hiver tel que le prévoit le Code de la sécurité routière. Des patrouilleurs d'ailleurs de la sécurité routière qui ont été postés dans les quartiers Chemeday, Saint-François et Pont-Viau de 8 h jusqu'en
fin d'avant-midi cette journée-là. Et les usagers fautifs ont reçu une amende totalisant quand même plus de 300 $, tout frais inclus. Rappelons que le Code de la sécurité routière prévoit que tous les véhicules de promenade et taxis immatriculés au Québec doivent être munis de pneus d'hiver à compter du 15 décembre. Il s'agit d'un des moyens nécessaires afin d'assurer, on peut le comprendre, des déplacements de façon sécuritaire, surtout avec le temps des fêtes qui se déploie actuellement. Alors, soyez excessivement prudents. Je vous rappelle les moyens très simples. Nez rouge, par exemple, qui est à votre disposition, 1-866 Desjardins. Quand Alex est pris dans le trafic, dans la tempête de neige, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je fais l'entrevue toute seule et je reçois Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des Tout-Petits. Comment vas-tu, Fanny? Toi, Très tu as bien. bravé la tempête de Montréal. Oui, C'était un petit peu absolument, moins c'était épais. moins loin. Alors, l'Observatoire des Tout-Petits fait un genre de rapport à chaque année, le point sur les conditions de naissance, les conditions de santé, tout ça. Peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste exactement? Oui, absolument. Donc, une fois par année, généralement, c'est dans le cadre du mois de novembre, l'Observatoire des Tout-Petits sort un portrait annuel des Tout-Petits québécois. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend une espèce de photo de la situation et on essaie de faire ressortir les éléments sur lesquels les tout-petits se portent mieux et les éléments sur lesquels, au contraire, on devrait peut-être mettre des petites lumières rouges clignotantes pour dire, bon, ben ça, il faut qu'on surveille ça en tant que société parce que les tout-petits, ça représente environ 7 de la population au Québec, mais c'est 100 de notre avenir, donc d'où Exact. l'importance de s'intéresser à eux. Et comment se portent nos tout-petits, en fait? Parce que là, je me dis, avec toutes les maladies, beaucoup les maladies mentales, on dirait qu'on voit ressurgir les TDAH, l'autisme et tout ça. Est-ce que les tout-petits se portent vraiment bien? Bien, écoutez, je dirais que le bilan global, c'est un bilan partagé. Donc, on a des belles nouvelles, des éléments d'amélioration, mais on a aussi des éléments préoccupants. Donc, si on regarde, par exemple, dans la région de Laval, donc on sait qu'il y a moins de tout-petits qui vivent dans des familles à faible revenu. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'on sait que le fait de vivre dans des milieux plus défavorisés, c'est associé à plus de risques d'avoir des problèmes sur le plan du développement, de la santé. C'est des conditions de vie qui sont moins faciles aussi, donc moins propices au plein développement de l'enfant. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle dans la région. On note également qu'il y a une diminution du taux d'hospitalisation pour l'asthme. Donc, il y a moins de tout-petits qui se retrouvent à l'hôpital, à l'urgence, à cause de crises d'asthme, ce qui peut nous indiquer que les crises d'asthme sont moins importantes. Malheureusement, on n'a pas analysé les causes qui peuvent expliquer ces belles retombées-là, mais ça nous donne quand même un portrait de la situation. On note également que les blessures non intentionnelles, donc les hospitalisations pour blessures non intentionnelles comme les étouffements, les noyades, les tout-petits qui chutent parce qu'ils ont voulu grimper quelque part. Les accidents. Oui, voilà, exactement. Donc, on note qu'il y a eu une diminution au cours des dernières années, bien que le taux soit un peu plus élevé là, que dans l'ensemble de la province, dans la région de Laval. C'est bizarre, on Oui. dit, mais pourquoi? Les parents sont plus prudents, peut-être, plus aux aguets? Bien, je pense que si on regarde là, sur peut-être une période de 15-20 ans, définitivement, on a mis en place des mesures de sécurité. On peut penser simplement aux balades à vélo. Maintenant, les tout-petits doivent porter le casque, c'est obligatoire. Les équipements là, qu'on utilise comme famille pour amener les tout-petits en vélo sont beaucoup plus sophistiqués qu'avant. Ils sont mieux attachés, tout ça. Donc, certainement que ces mesures-là ont porté leurs fruits. Effectivement, quand on était jeune, nous, il y avait beaucoup moins de modes de sécurité, de restrictions et tout ça. Il y a aussi, j'avais noté, la difficulté d'avoir accès à un médecin de famille. Oui. Puis ça joue vraiment dans les résultats. Oui, absolument. Donc, c'est quelque chose qui est observé autant dans la région de Laval que dans l'ensemble du Québec. Donc, il y a quand même une bonne proportion de tout-petits. Ça tourne autour de une famille de tout-petits sur 10 qui n'a pas accès à un médecin pour ses enfants âgés de 5 ans et moins. Donc, ça, évidemment, c'est préoccupant parce qu'à cet âge-là, on le sait, les rendez-vous médicaux sont assez rapprochés. Et la raison pour ça, c'est que c'est une fenêtre là, vraiment d'opportunité sur le plan du développement. Tout se développe à vitesse grand V entre 0 et 5 ans, autant le cerveau, l'ensemble du corps de l'enfant, son langage, ses facultés cognitives. Donc, on veut surveiller ça de près pour être en mesure de déceler quand il y a une petite problématique pour pouvoir prendre ça en charge et soit corriger la situation ou à tout le moins atténuer les effets que ça pourrait avoir. Puis au niveau des naissances en tant que telles, avez-vous remarqué une diminution peut-être des naissances prématurées ou des enfants avec un poids peut-être qui n'est pas santé?
Oui, en fait, on note effectivement qu'il y a une diminution des retards de croissance intra-utérins, donc les tout-petits qui accumulent un retard de croissance dans le ventre de leur mère, mais autre donnée là, reliée à la périnatalité, c'est l'augmentation vraiment importante de la proportion de tout-petits qui sont allaités dans la région de Laval. Donc, vraiment, là, on a eu un bond spectaculaire, j'oserais dire. Donc, en 2000-2001, on est passé de 67 des mamans qui avaient tenté d'allaiter ou allaiter leur dernier enfant, alors qu'en 2013-2014, on était à 91 %. Donc, ça, c'est vraiment un très grand bond et on connaît tous les bienfaits de l'allaitement pour l'enfant. Donc, on peut considérer ça comme vraiment une très bonne nouvelle. Je dirais que le prochain défi sur cet élément-là, ça va être d'aider les mères à continuer l'allaitement jusqu'à l'âge de 6 mois, comme le recommande l'OMS, parce qu'on voit que plus on avance dans la première année de vie de l'enfant, plus il y a des mamans qui abandonnent l'allaitement. Donc, c'est signe qu'il y a des difficultés qui se présentent, des obstacles, et ça rend ça difficile. Donc, il faudrait qu'on réussisse à identifier ces obstacles-là et mieux soutenir là, les mères. Est-ce que vous observez une différence dans l'état de santé des enfants si on été allaités plus longtemps? Ça a des répercussions là, sur la santé globale de l'enfant. On sait aussi, là, en particulier, la première tétée au niveau des anticorps, tout ça. Donc, il y a beaucoup de bénéfices. Donc, c'est certainement quelque chose qu'on devrait continuer de travailler. Puis, tantôt, vous avez mentionné là, le poids des enfants. Donc, effectivement, ça, c'est une donnée qu'on n'a pas à l'échelle des régions parce que ça nous vient de Statistique Canada, mais on l'a pour l'ensemble de la province. Donc, le tiers des tout-petits âgés entre 0 et 5 ans qui sont en surpoids ou en obésité. Parce que là, c'est un gros problème, là, avec les enfants. L'obésité, on n'en retrouvait pas autant avant. Là, absolument. Et en si jeune âge, c'est préoccupant parce que c'est mal parti. Dans le fond, on peut penser qu'il y a une forte proportion de ces tout-petits-là qui vont avoir tendance à traîner le surpoids plus tard dans la vie. Et on n'a malheureusement pas été capable d'aller chercher des données sur l'alimentation des tout-petits. Il n'y avait pas de données récentes sur le sujet. Par contre, au niveau de l'activité physique, on sait que c'est le tiers des tout-petits qui ne rencontrent pas les recommandations canadiennes en matière d'activité physique et les 3/4 qui ne rencontrent pas les recommandations en matière de temps passé devant un écran. Donc, on inclut là-dedans la télévision, iPad, pardon. Oui, toutes les gadgets, tous les types d'écrans, les jeux vidéo, voilà. C'est tout le temps qu'on avait, mais c'est très intéressant. Et je me dis aussi, pour l'obésité des enfants, les parents sont peut-être à surveiller aussi. Dans ce cas-là, c'est un peu de leur faute, quand même, eux qui leur donnent à manger aux enfants. Alors, à surveiller. Mais ça, c'est juste mon opinion. Merci beaucoup, Fanny. Merci. C'est toujours un plaisir de l'accueillir à chaque semaine, ou presque à chaque semaine. Rarez Bourlacou, bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui, on ne parle pas de politique. Mon Dieu, merci. On fait une petite exception, voilà. C'est la dernière émission de l'année. Et ça tombe bien parce qu'Alex n'est pas là. Donc, petite exception, on parle du futur des médias. Oui, on voit que de plus en plus, les médias exigent aujourd'hui l'aide du gouvernement pour passer à une phase numérique. On a vu, c'était même la semaine passée, la ministre du Développement économique, Mme Anglade, a annoncé une sorte d'aide pour la compagnie jusqu'à 10,5 millions de dollars. Ça rentre dans le grand ensemble de développement stratégique numérique auquel le Québec va passer bientôt. On se pose la question: qu'est-ce que ça va nous donner l'année prochaine et la période à venir pour les médias traditionnels? Qu'est-ce que ça va nous donner? Parce que c'est plus une situation au Québec et au Canada. Aux États-Unis, ils ne comptent pas nécessairement sur l'aide de subvention, l'aide du gouvernement. Non, vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est que, les grands géants d'Internet, les Facebook et Google de ce monde, semble-t-il qu'ils réalisent comme un certain oligopole sur le marché de la publicité. On le constate dans toutes les instances de communication, que ce soit sur Facebook,
donc que ce soit sur d'autres plateformes de médias sociaux. C'est tellement difficile d'être une petite compagnie ou un personnage, quelqu'un du commun de mortel et avoir un support financier parce que eux, semble-t-il qu'il est quelque chose comme 85% de tous les revenus du marché publicitaire. Alors, il y a des médias qui s'adaptent, il y a des médias que malheureusement ne font pas face à une tellement compétition féroce, puis ils vont entrer en faillite. Mais comment ça pourrait se traduire ça en 2018 et dans les années à venir? Moi, je pense qu'on va assister vers un virage numérique de plus en plus accéléré, combiné avec, attention, un changement, une transformation de paradigme même dans les médias en général. Soit on passe d'un média qui génère, qui accumule des profits, vers un média un petit peu à l'ancienne, qui est un outil d'information pour le public, mais qui ne génère pas de profit. Soit un OSBL. Voilà, moi, je mise sur le OSBL. Je comprends pas, là. Ouais. Comment que ça va se passer, ça, dans les médias? Dans les médias. Que ça va s'en aller vers des OSBL. On parle d'abord et avant tout de la gestion juridique d'une entreprise média. Donc, ça ne va pas devenir, ça ne va pas se transformer encore plus dans une machine à faire des sous, mais bien dans une société de type sans but lucratif, c'est ça un OSBL, où on vit par les donations, par... Carrément? Oui, effectivement. J'ai eu même, j'ai lu à ce sujet des entrevues données par des anciens journalistes de New York Times qui disent que c'est totalement révolu une époque où les grands médias fassent du profit. On passe effectivement, comme dans le monde de fondations, philanthropie, organisations sans but lucratif, donc communautaire, effectivement. Il n'est pas impossible que du jour au lendemain, on fait appel à des gens, à des familles, à des grands groupes philanthropiques pour venir en aide aux médias en faisant effectivement des dons. Est-ce que ça va jouer sur la culture en général? Est-ce que... Parce que j'ai de la misère à imaginer qu'on fonctionnerait sur les la dons. stratégie, bien, vous avez vu tout ça, c'était l'année de fake news, on parlait, ou de faits alternatifs. L'idée, c'est qu'il faut quand même continuer à offrir à nos téléspectateurs une information très solide, véridique, vérifiable pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions en ce qui concerne leur vie dans la société. Mais si on n'a pas un appui constant, généreux, qui est fructifié à la suite des profits qu'on accumule, on ne peut rien faire. Alors, l'idée, c'est de garder une information saine, mais avec d'autres fonds. Mais moi, j'ai en dedans. tête souvent que, justement, c'est les publicitaires qui vont donner l'argent. Non, le modèle va changer. Non, mais je parle aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Comme ça, oui, donc, est-ce qu'on peut vraiment avoir une information sûre? Oui. Parce que souvent, les publicitaires vont peut-être... pousser un peu ce qui est dans leur intérêt. Les publicitaires, c'est ce qu'on parlait, ça va être 85% les grands géants de l'Internet. Ils te donnent ou ils ne te donnent pas. Voilà. L'idée, c'est que toi, comme un petit média, il faut que tu trouves des solutions alternatives. Puis ces solutions-là, ils vont venir des dons qui seront accordés par la population. Ça va être le modèle pour demain. Puis je pense que la télévision, notre studio de télévision, en fait, c'est très à l'avant-garde parce que effectivement, ils travaillent dans l'intérêt communautaire. Donc, ça rime effectivement avec la révolution qu'on pourra donc, on va aller observer. plus vers des petites télés communautaires. Mais donc, la télé est quand même là pour rester. Ça ne sera pas quelque chose de totalement désuet dans les années à venir. Moi, je parle du changement du modèle de gestion, si vous voulez, comme d'une entreprise. Ça ne pourrait plus marcher comme ça. Il y aura plus d'argent
sur le marché. Avec, j'ai oublié le nom du site où on peut avoir, les gens peuvent prendre des abonnements. Oui, exactement. Oui, effectivement, ça pourrait aller dans cette direction. Ou bien, comme vous dites, faire des abonnements, faire des contrats avec d'autres associations qui travaillent pour les intérêts des citoyens de demain, peut-être d'autres organisations du gouvernement on aussi. va pouvoir payer pour qu'est-ce qu'on veut vraiment voir, en ça, fait. c'est comme une sorte de pay-per-view, effectivement. Mais aussi, le grand ensemble, ça va être une organisation. On peut payer un YouTuber qu'on veut encourager, lui, parce que c'est ce qu'on veut voir. Voilà. Tout simplement. Hey, Voilà. Merci, Rarès. Au grand plaisir. On a promis à nos téléspectateurs qu'on va terminer avec une blague parce qu'on avait du vin. Alors oui, c'est vrai, on n'avait pas le temps de la blague. Effectivement. OK. Il reste 30 secondes. Oui. Alors, toujours en parlant, je sais que vous aimez beaucoup la politique, tout comme nos téléspectateurs. J'aime la politique, c'est juste que, bon, j'aime l'histoire de la politique, peut-être. Alors, je vous raconte une histoire. C'est Silvio Berlusconi, le fameux magnat de médias italien, le milliardaire dans les années 90 qui avait effectivement révolutionné la télévision italienne. Une des meilleures, par exemple, au monde, pour ce qui concerne ce monde du spectacle de Info Entertainment. Alors, lui, il décide dans les années 90 de se lancer en politique. Bon, c'était un effondrement des partis politiques italiennes à l'époque. Alors, lui, il lance sa formation qui s'appelle Forza Italia. Et, il décide de rencontrer des beaux gens, des grands entrepreneurs comme le président de la compagnie qui produisait à l'époque, comme aujourd'hui, Fiat. On connaît l'auto Fiat. Bon, c'était une sorte de pape là, de l'industrie italienne, Gianni Agnelli. Alors, ils sortent ensemble au dîner, ils discutent, ils prennent un vin. Puis le lendemain, Silvio Berlusconi, dans cette télévision, sur tous les tribunes, annonce « Moi, j'ai l'appui de le pape industriel, Gianni Agnelli, pour lancer ma formation. Vous allez voir, il va me voter, je vais former le gouvernement. » Alors, les médias se bousculent pour parler avec Gianni Agnelli, qui était comme une sorte d'icône mondaine aussi de l'Italie. Puis ils disent, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Et il a dit que vous avez sorti ensemble, vous avez pris un verre de vin, puis vous allez lui donner l'appui. Puis lui, il dit, comme un sage là, de notre époque, il dit, vous savez, un petit peu, après un bon verre de vin, on discute de n'importe quoi. Alors lui, il vous dit de n'importe quoi à ce moment. Fait que nous, on ne dit pas de n'importe quoi à nos téléspectateurs. On les attend avec. Et nous, on est complètement plaisir, à jeun en plus. Alors, ça fait toute la différence. Donc, on continue à donner des informations très fiables pour l'année prochaine. Merci beaucoup, Rarès. Au plaisir. Agrandissement de la résidence Les Jardins de Renoir. Le directeur général de la résidence Les Jardins de Renoir, M. Philippe Benoît, en compagnie de M. Yves Duguay, vice-président exploitation division résidence pour aînés de la société de gestion Cogir, se sont réunis le 13 décembre pour procéder à l'événement de la pelletée de terre inaugurant l'agrandissement de cette résidence Les Jardins de Renoir. Ce projet qui est vraiment d'envergure, dont l'investissement s'élève à plus de 18 millions de dollars, consiste à construire 152 appartements qui s'ajoutent à la résidence actuelle, permettant ainsi de bonifier son offre de services. Les travaux permettront de construire 152 appartements haut de gamme du 2,5 au 4,5 et ces nouveaux appartements livrés pour juin 2019 s'ajouteront aux 587 déjà existants. La construction de ces unités additionnelles répondra donc aux besoins criants des aînés à la recherche d'un chez-soi confortable, chaleureux, sécuritaire à proximité des services essentiels. Première visite du maire, d'ailleurs, de Laval dans un autre dossier. Marc Demers, la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Le maire de Laval, M. Marc Demers, a rencontré dernièrement la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, dans le cadre d'une première visite officielle à l'hôtel de ville de la métropole. Il s'agissait d'une prise de contact destinée à échanger sur certains dossiers prioritaires aux yeux de l'administration Demers. Nous entrons dans une nouvelle ère de collaboration et je me réjouis de l'ouverture démontrée par Mme Plante, a déclaré M. Demers à la sortie de cette rencontre. Et l'ordre du jour portait notamment sur le dossier des 3 grandes îles de l'archipel Saint-François ainsi que celui de la politique
de financement de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Certaines modalités de gouvernance de la CMM ont aussi été abordées. L'acquisition et la mise en valeur des 3 grandes îles est un projet prioritaire que nous partageons avec le gouvernement du Québec et avec la CMM. Nous souhaitons rapidement porter cet enjeu à l'attention de Mme Plante, a indiqué M. Demers. Et en effet, Laval souhaite mettre en œuvre dès que possible le projet de parc naturel protégé depuis longtemps planifié. Et dans le même ordre d'idées, le maire et la mairesse ont échangé sur la mise en valeur de la rivière des Prairies, une des grandes richesses communes à Montréal et aussi à Laval. Je suis satisfait de cette rencontre qui a jeté les bases d'un partenariat ouvert et prometteur pour la suite des choses. Il est évident que Mme Plante et moi partageons la même volonté d'agir dans l'intérêt des citoyens. Nous partageons aussi la vision d'une communauté métropolitaine dans laquelle les villes agissent d'abord pour le bénéfice de tous, a conclu aussi le maire de Laval à la sortie de cette rencontre. 3 offres spéciales de la STL pour les fêtes. Le temps des fêtes est synonyme de réjouissance et de célébration, mais se conjugue parfois aussi avec stationnement bondé, circulation difficile. La Société de transport de Laval, la STL, qui propose maintenant 3 façons de vous simplifier tout simplement la vie. D'épargner quelques dollars d'ailleurs pour mieux gâter vos proches et surtout de vous déplacer en toute sécurité. La ligne 360 qui fait la boucle autour du centre-ville de Laval vous offre donc le transport gratuit à volonté tous les jours du temps des fêtes. C'est du 23 décembre au 7 janvier inclusivement. Aucune condition ne s'applique, aucune inscription est nécessaire. Et il y a les visiteurs également, Lavallois de tous âges. On vous invite à monter donc à bord. Vous allez, on comprend, éviter la cohue, relaxer et tout ça. Et il dépasse tous les 25 minutes à partir de la station de métro Montmorency. Offre qui est en vigueur donc toute la journée sur tout le réseau de la STL. Elle s'inclut le service de transport adapté sur réservation et de taxi collectif. Et lors de ces journées, les chauffeurs vont recueillir les contributions volontaires et en argent comptant. Tous les dons recueillis seront remis au centre de bénévolat Moisson Laval qui offre des denrées pour subvenir aux besoins des personnes vivant une situation d'insécurité alimentaire. On vous invite évidemment à être très généreux. Et aussi, c'est offert sur tout le réseau régulier de la STL en vigueur tous les week-ends et jours fériés durant la période des fêtes. Et ce sera férié donc le 26 décembre et 2 janvier, donc aussi en vigueur. Est-ce que lorsque vous êtes accompagné d'un adulte et détenteur d'un titre de la STL ou qui paye son passage à bord, vous pouvez amener jusqu'à 5 enfants à voyager gratuitement avec vous. L'offre est en vigueur les 23, 24, 25 et 26 décembre, les 30, 31 et le 1er et 2 janvier, de même que les 6 et 7 janvier. Eh bien, c'est rare qu'on peut avoir sur notre plateau notre boss, Eduardo Dacosta, qui est directeur général de TV Laval, qui n'est pas stressé, hein, Eduardo? Toujours bien, toi, l'heure est au bilan, puis c'est pas si stressant. Et le bilan, est-il bon pour... En fait, moi, je pense qu'encore une fois, cette année, avec le peu qu'on a, ce qu'on fait, c'est extraordinaire, puis c'est surtout grâce à des gens comme vous qui le faites. On a eu une belle année. On est rendu ailleurs complètement avec la télévision communautaire à Laval. Puis on veut s'en aller encore un peu plus loin avec ça. Les gens ne le remarquent peut-être pas parce que, bon, évidemment, c'est l'envers de la caméra, mais juste la régie qu'on a ici maintenant, les caméras, le matériel qu'on a juste pour travailler, faire de nous... qu'on ait l'air encore plus professionnel à l'écran, ça fait une grande différence. C'est clair. Il reste encore le plus grand défi que la télévision a, c'est de passer au HD, au 609 tout le temps, parce qu'on est toujours diffusé, sur le 9 en analogue. On y travaille, il y a des nouvelles subventions qui s'en viennent là-dedans. C'est évident que ça va pouvoir nous emmener ailleurs et nous laisser plus présents dans les foyers présentement. On est tout équipé pour le numérique. On a tout. Il manque simplement maintenant quelques technicalités pour pouvoir la ligne de fibre optique et des décodeurs. Là. Ouais. On est à peu près à 75 000 de pouvoir Si on a un donateur à la maison... absolument. Puis c'est drôle parce que tantôt, c'est ça qui parlait, puis Rarez. ça me fait réfléchir. C'est vrai que c'est ça que ça prend pour pouvoir garder ton contenu. Fait qu'il nous a donné des nouvelles idées. C'est positif. On est la télé du futur, la télé communautaire. Ouais. C'est parce qu'on oublie souvent, mais on est vraiment d'ici, implanté ici. On parle des gens d'ici. Ça demeure quand même la mission première. Les chroniqueurs, ce sont des gens qui habitent sur le territoire lavallois aussi. Puis c'est important. C'est important de le valoriser, ça, je pense, puis de le rappeler. C'est important. Puis je veux dire, je crois qu'on réussit à le faire très bien, mais on n'est pas encore dans tous les foyers. Ouais. Il reste beaucoup de travail. Mais après, c'est le combat de la télévision, de toutes les télévisions. Ouais, c'est ça, de tous médias même. Mais on travaille beaucoup. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on travaille beaucoup avec des jeunes comme vous autres.
et ça nous amène ailleurs. Ça nous amène sur les Facebook, ça nous amène sur les YouTube. Ce qu'il faut, puis de plus en plus, les Instagram, c'est que les gens avec qui on choisit de travailler ont des réseaux eux-mêmes. Ouais. T'es un réseau. Ouais. Si tu décides de faire partager... Parce que nous, notre contenu est la Valois, mais nos entrevues, là, quand on parle de politique, bien, c'est bon pour C'est partout. pour tout Là, le tu sais. monde. Et tous les gens qu'on décide de travailler ou les projets citoyens qu'on accepte, une des premières choses qu'on regarde, c'est qu'est-ce que ça va faire comme impact? Où est-ce que ça va nous amener? À qui ça va parler? Et c'est de s'en aller sur le plus grand nombre de diffusions possibles. Tu sais. C'est là-dedans qu'on parle. Je veux t'amener beaucoup. sur un sentier parce que il y a une annonce récente du gouvernement du Québec qui a été menée donc par le ministre Couillard, la ministre des Cultures et des Communications, Mme Marie Montpetit. 36,4 millions annoncés pour en aide aux journaux papier. Mais pour le virage numérique, que ce soit les plateformes que sont encore des médias conventionnels, traditionnels qu'on connaît depuis longtemps, la télé et la radio, on n'a pas annoncé encore rien pour aider des chaînes de télé comme ici. Est-ce que ça manque pas un peu? Ça manque, mais il y a du travail qui se fait là-dedans, mais en même temps, quand tu annonces 32 millions pour le papier, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que à Laval, exemple, on a le courrier, le papier. Pourquoi, nous, on a essayé autant comme autant de travailler avec eux autres? Imagine-toi, on est un moyen de diffusion quand même important ici. On rejoint les gens. Le papier, de son côté, le fait. Le Publisac, quand il arrive chez nous, mais ce qu'on doit faire aussi, et ce qu'on n'arrive pas parce que c'est quand même des grosses entreprises derrière le papier, travaillons donc ensemble. Ouais. Imagine-toi, dans ton 32 millions que tu reçois ou dans l'argent que tu reçois, sers-toi. On a déjà essayé d'approcher ces gens-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le journal? Ben, en fait, tout le monde tire la couverte de son côté. Hein? Tu sais, tout le monde a son payroll, tout le monde a ses gens à payer, on ses politiques. Nous, c'est une OBNL. Tu sais. On a bien beau vouloir, mais tu fais pas tourner en... Tu n'es pas capable de faire changer les habitudes des gens, mais en même temps... Moi, la bataille que j'ai, c'est de retourner les voir pour leur dire « Attends, toi, ton contenu, là, tu es content d'avoir ça sur Facebook, mais en plus, je te donne une possibilité de le mettre. » Mais tous et chacun veut que ces réseaux à eux autres, c'est les clics sur ta page à toi, pas celle des autres. On n'arrive pas. Mais il va falloir changer ça. Il va falloir travailler plus en équipe pour pouvoir passer à travers. Ouais. Le bingo demeure une bonne façon d'avoir un financement récurrent pour ici. Le bingo, je veux dire, on a changé beaucoup de choses cette année. On a une personne qui travaille strictement à temps plein là-dessus. À un moment donné, pour avoir des résultats, ça prend quelqu'un qui travaille sur le projet. Et ce qui nous manque présentement dans le bingo, c'est des joueurs. Okay. On a toujours le même nombre de joueurs et les autres télévisions qui sont riches, les autres télévisions communautaires, c'est surtout à cause du bingo. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment les gens qui jouent, qui veulent vouloir avoir des plus gros lots, parce que nous, on donne quand même 3 000, 3 500 $, c'est d'en parler. C'est vraiment même d'aller... Par mois, 4 000 $. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment... Es-tu en train de dire qu'il y a moins de gens qui jouent à Laval que dans les autres? Oui, absolument. On vend beaucoup moins de cartes à Laval, puis après, il y a plein d'explications, là, tu sais. Mais on rejoint moins de monde. C'est sûr, la journée qu'on va être sur le 609, il va y avoir plus de monde qui vont jouer. Plus de visibilité. Plus de visibilité. Mais il va falloir trouver le moyen de dire à celui qui joue au bingo, dis-le à ton oncle, dis-le à ta tante, dis-le, tu sais, il va falloir... C'est la saucisse high grade, hein? Peut-être que vous vous rappelez pas de ça, cette annonce-là, là, j'ai été loin. Non, mais c'est l'effet d'entraînement. Puis est-ce que, justement, ça passe pas par le faire aussi sur le web, je sais pas, dans la façon de... Non, mais après, c'est régi, hein. Tu sais, veux dire, on avait déjà pensé, notre bingo, de le faire en même temps Facebook. À la télévision puis le Facebook, mais il y a toujours un délai, hein. Ouais. Puis le délai fait qu'à un moment donné, quand celui va gagner à la télévision, il y a un délai de quelques secondes et la régie ne permet pas pour le moment de le faire, là, tu sais. Mais il y a d'autres affaires, mais ça passe vraiment... Les meilleurs ambassadeurs du bingo, c'est les gens qui jouent au bingo. C'est eux qu'il va falloir dire ça existe, ça s'en va. Mais on voit aussi que les salles de bingo, on a quand même 3 salles de bingo à Laval. L'achalandage est un peu différent. Mais il y a une affaire qui nous fait vraiment plaisir, c'est que le joueur de bingo, celui qui vient chercher son prix, on le voit, est jeune. Okay. Donc, c'est plus seulement... Oui, il y a beaucoup de personnes, des jeunes personnes de 30 ans. Aînées, mais... Non, ils jouent encore, eux autres. C'est évident. C'est sûr. Mais, tu sais, t'es assis chez vous, tu prends ton café, tu regardes la télévision... C'est quand même pas si pire. T'as quand même plus de chances de gagner. Absolument. Qu'à la loto. Exactement. Fait qu'on travaille beaucoup là-dedans. Puis on est très fiers aussi. On sait déjà qu'à partir du mois de janvier, les émissions, parce que
Vidéotron, ma TV, maintenant prend des émissions qu'on produit et les fait à grande diffusion à travers le Grand Montréal. On a une de tes émissions qui a été choisie, Génération Z, qui va être encore sur le 609. Et une émission aussi qu'on a faite avec Guylaine Tanguay. Oui. C'est vraiment un plaisir de travailler avec cette femme-là. C'est une émission extraordinaire. Et elle sera aussi à partir du 28 janvier. Bonne donc, nouvelle. la première diffusion le lundi, ça va être sur les ondes du 609. On réussit très bien avec le peu qu'on a à le faire. Puis je suis vraiment très fier de l'équipe qui travaille à tout ça. Ben merci, parce que c'est bien dirigé. On est fiers de notre boss. On est très fiers de notre boss aussi. Oui, mais le boss, c'est partout pareil. Un boss, je veux dire, c'est le chef d'orchestre, là, mais les musiciens sont tellement importants. Là, puis c'est grâce à tous les musiciens qu'on a Mais on veut ici. pas être têteux, mais on t'aime. Ouais. Ah, c'est gentil. Bon temps des Puis, fêtes. des bonnes fêtes à tout le monde, puis merci d'être là. Merci beaucoup. Merci. Dans une galaxie lointaine, très lointaine, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase si mythique. Moi, j'y étais en tout cas pendant 2h30 dans cette galaxie. Moi, j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé, puis je sais que ça fait pas l'unanimité. Puis c'est Nicolas Vincent Poirier qui va nous en parler du tout nouveau Star Wars. Oui, ça fait pas l'unanimité. Quel supplice Mais ça a dû toi- être, Nicolas. Mais toi, Moi, j'ai trippé. J'ai trippé. Ben- Mais c'est un, en tout cas. mais regarde, Vas-y. c'est pas J'ai compliqué, raté. hein? Pour tous les... Moi, j'ai jamais été un fan de Star Wars, donc c'est évident que c'est pas mon genre de film. Je peux pas Et dire pourquoi je peux t'es pas un fan? Pourquoi t'es pas un Parce fan? que c'est un être sensé, Nicolas. Parce que c'est... Ça m'a jamais surpris. La première fois que j'ai regardé ça, quand j'étais plus jeune, il n'y a rien qui me surprenait tant que ça. Il n'y a rien qui m'a vraiment attiré dans le style d'histoire. Et par la suite, bon, même les nouveaux, j'ai jamais vraiment embarqué. Donc, pour tous ceux qui sont comme moi, je pense que ce Star Wars-là, c'est pas ça qui va changer notre appréciation de la c'est pour les franchise. grands fans. Par contre, on est loin, effectivement, des Empire Strikes Back. Tu sais, ça demeure pour moi ce volet 4, 5, 6, bon, les plus solides de la franchise, sauf que néanmoins, je trouve quand même que ce film-là, pour les fans de Star Wars, vous allez quand même être conquis. Mais par contre, ce que j'aime moins de ce tournant Star Wars depuis quelques années, c'est qu'on essaie de plaire à tout le monde. On essaie de plaire autant d'en faire un film familial que d'en faire un film pour ceux qui sont convertis depuis très longtemps. Puis à un moment donné, je trouve qu'on se perd un peu Il y a une dans ce raison qui est pour l'ADN de Star Wars. Bien, il y a une raison pour ça. La première raison étant que Disney a quand même payé Plusieurs milliards. 4 milliards en 2012 pour l'univers au complet. Donc, oui, Disney a toujours dit le but, c'est d'en faire un par année. Et là, on est dans les premières années. Donc, c'est normal qu'on veuille rester plus conservateur et faire des histoires un peu plus redondantes dans un sens avec les personnages de la dernière, de la première trilogie, je veux dire. La première tu sais, génération. c'est un peu normal. Après ça, on va pouvoir y aller plus en détail avec des choses peut-être différentes. Parce que ce que beaucoup de gens n'ont pas aimé dans ce Star Wars-ci, c'est que, bon, c'est un peu toujours la même recette réchauffée. Et il y a beaucoup de gens qui se posent... Je ne veux pas vendre de punch, mais des gens se posaient des questions à propos Déjà, j'en ai brûlé avant d'entrer en autre. Oui, mais c'est pas grave, on ne tournait pas encore. Non, c'est ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens, dont moi, on se posait des questions à propos de quelques personnages. Je dirais pas comment et pourquoi, mais ceux qui ont vu les films savent de quoi je parle, même si ça semble très flou. Et finalement, bon, c'est peut-être pas les réponses qu'on aurait voulu avoir dans ce volet-ci. Par contre, Mark Hamill, qui joue Luke Skywalker, porte le film sur presque toutes ses épaules. Carrie Fisher également, qu'on a pu voir. Puis bon, il y a certaines scènes qui sont presque... Tu sais, elles ont été tournées avant le décès de Carrie Fisher, mais elles sont presque, je dirais... déjà annonciatrice du départ de Carrie Fisher. À un moment donné, lorsqu'on voit le frère et la sœur, justement, à leur rencontre, puis ou un autre échange, à un moment donné, que la force soit avec toi tout jamais, entre le personnage de Laura Dern et Carrie Fisher. C'était prémonitoire, en l'occurrence, quasiment. Léa, j'ai comme été happé par ça, ces scènes-là, parce que, justement, c'était déjà écrit bien avant ce qu'on sait maintenant. Et donc, c'était Ben, c'est peut-être aussi... poignant. Ben, tu sais, une des rumeurs, c'était que peut-être qu'ils ont utilisé la technologie pour faire, quand ils ont refait Peter Cushing dans Rogue One, par ordinateur, peut-être que certaines scènes avec Léa auraient été comme ça dans celui-ci. Bon, Rian Johnson, le réalisateur, a confirmé que non. Donc,
peut-être que c'était un peu déjà dans l'histoire, que ça arrive comme ça. Mais je veux préciser une chose par rapport à beaucoup de questions que les gens se posent. C'est qu'on dirait que les films Star Wars, c'est juste la surface de cet univers-là. Parce que si je prends comme exemple Phantom Menace, Darth Maul, le méchant avec les cornes, là, lui, dans le film, on pense qu'il est mort, mais dans l'univers de Star Wars, il n'est pas mort. Même chose pour Boba Fett. Il y a un énorme univers avec les romans, les BD, toutes sortes de choses, les jeux vidéo. Donc, pour certains des personnages, on n'a pas la réponse qu'on veut dans les films. Peut-être que ça va être ailleurs. C'est sûr qu'en voyant aussi Daisy Ridley qui joue Rey, hein, la jeune apprentie elle veut retrouver Luke Skywalker pour se faire justement montrer les rudiments Jedi parce qu'elle a la force en elle. Justement, ce passage-là du film, on en apprend davantage sur le personnage de Luke Skywalker. Finalement, moi, c'est Anakin. C'est tourment. Quand il était jeune. Quand il était gentil. Quand il était gentil, ouais. Mais c'est tourment. Là, c'est intéressant. On en apprend davantage sur la profondeur des personnages. Daisy Ridley, qui, dans le rôle de Rey, je trouve, est pertinente, une femme forte. Justement, ça fait différent que de voir des hommes qui sont toujours en avant-plan. Alors, sur ce fait-là, j'adore ça. Et les intrigues inutiles fines qui rencontre sur sa route une jeune Rose Tico et se développe une pseudo en parallèle, une histoire d'amour, c'est pas clair. Ça, c'est ce côté-là de Disney que j'ai moins apprécié. J'aime mieux le côté ténébreux, le côté obscur, justement, pour pas faire un mauvais jeu de mots. Mais sais-tu, j'ai l'impression que ce serait peut-être le côté que j'aimerais, moi. Tu sais, s'il y a une petite histoire d'amour cute là-dedans, ça enlève un peu la darkness. On n'y croit pas non plus dans peut-être. Moi, en tout cas, j'y crois pas. Moi, je pense qu'en même temps, Disney essaie plusieurs choses. C'est parce qu'en même temps, Rian Johnson, le réalisateur, c'est son premier film à grand déploiement, titan du box-office, disons, là, avec 200 millions de budget puis 400 millions dans sa première fin de semaine. Je veux dire, c'est énorme. Et quand ce film-là, quand les hauts dirigeants des studios ont vu le film, c'est là qu'ils lui ont dit « Hey, veux-tu faire le prochain? » Donc, celui qui sort en 2019. Ouais. C'est J.J. Abrams qui va le faire. Et à partir de là, on lui a dit « T'aimerais-tu avoir ta propre trilogie Star Wars dans une couple d'années? » Et tout ça a commencé justement parce qu'il a su si bien gérer, c'est lui qui a écrit et réalisé ce Star Wars-ci. Mais c'est parce que ça laisse... Le précédent nous avait un peu reconverti, rassasié, on était galvanisés. On se disait enfin le retour des bons vieux Empire Strikes Back dans cette même mouvance pour les premiers adeptes. Et là, avec celui-là, effectivement, ceux qui sont des convertis, ceux qui ont grandi avec l'univers Star Wars vont peut-être être un petit peu déçus, mais peut-être qu'en même temps, en allant chercher ce qu'on évoque depuis tantôt, ce côté Disney, ça va en convertir, ça va en amener de nouveaux fans pour toute la famille, finalement. Les amis, il y a combien d'épisodes prévus encore? Est-ce que c'est déterminé ou c'est... C'est à l'infini. C'est à l'infini. L'année prochaine, c'est le film de Han Solo qui sort. Ouais. Ensuite de ça, c'est la conclusion de cette trilogie-ci de Star Wars. Ensuite, c'est la prochaine trilogie de Rian Johnson. Le but, c'est d'en faire un par année. Puis au prix qu'ils ont payé, 4 milliards, mais chacun des films, je prends celui-ci qui a coûté 200 millions, et c'est estimé que le film doit récolter au box-office 800 millions avant d'arriver juste. Donc, ils ont beaucoup de films à faire pour mais avec tous les petits jouets et tous les produits dérivés, je suis pas vraiment inquiet. Comment vous pensez, en terminant, il n'y a plus de temps, mais comment vous pensez que la franchise a rapporté dans l'histoire? Ça doit être des 20 milliards. Là. Ça doit juste être... le dernier film au box-office seulement a rapporté 2 milliards. C'est des milliards et des milliards. Mais quand on compte tous les jouets puis tous les produits dérivés, ça doit être complètement... Ça va être en 20-30 milliards minimum. Oui, ça doit être ridicule. Faudrait que j'appelle George Lucas. Mais c'est ton chum, c'est vrai. C'est vrai. Oui, surtout qu'il aime ses films, fait que c'est sûr que c'est son chum. Oui, c'est sûr. Oui. Mais merci, Nicolas. Merci infiniment. Penseurs de rêve, la culture pour tous à Laval Senior Academy. C'est une quinzaine d'élèves ayant des difficultés académiques de l'école Laval Senior Academy qui ont participé à leur dernière séance de mentorat culturel d'origami avec l'artiste Maryse Latulippe dans le cadre du projet Penseurs de rêve. C'était le 13 décembre. Le programme de mentorat culturel Les Petits Papiers a comme objectif d'encourager et soutenir la persévérance scolaire des adolescents en 3e secondaire ou bien en adaptation scolaire. L'éducatrice Anne-Julie Cloutier a embarqué dans le projet avec les élèves pour faire de
l'origami, cet art du pliage de papier. Elle a voulu exploiter avec eux la persévérance, c'est ce qu'elle explique. Je voulais qu'ils trouvent la motivation dans ce projet difficile. Ça n'a pas toujours été facile. Certains même étaient fiers d'eux. Les disciplines proposées étaient l'art contextuel, chanson, danse, mosaïque, slam, tricot, graffiti, théâtre d'objets, origami, art postal. Nous avons choisi l'origami, insiste-t-elle. Je voulais offrir une vision créative et positive. L'éducatrice aimerait bien pouvoir faire ces ateliers chaque année. Je lève la main pour revivre cette expérience enrichissante. Le tricot pourrait être intéressant, termine Anne-Julie Cloutier. Texte Hilar, donc, dans un autre dossier concernant le culturel, obtient une aide de 50 000 $. Textilart a reçu donc une subvention de 50 000 $ de la Ville, puisée à même les fonds d'économie sociale. Des dollars qui serviront à supporter à 4 volets de cette entreprise école dédiée à l'insertion professionnelle et sociale de travailleurs immigrants. Dans un premier temps, Textilart, qui fabrique des produits textiles et éthiques sous le nom de Falaco, a procédé le 30 octobre à l'ouverture officielle de sa nouvelle friperie aménagée dans un espace de 4000 pieds carrés au 2601 boulevard Le Corbusier. Et ils ont en grande partie des vêtements pour femmes et enfants, explique la directrice Jocelyne Arbic, qui vise toutefois à développer le département pour hommes dans un avenir très rapproché. Nous avons aussi quelques articles comme des sacs, des fleurs réalisés avec du tissu recyclé. Et pour le temps des fêtes, nous avions fait des bas de Noël. Pour remplir la friperie, Textilart comptera sur l'appui de ses clients et d'organismes, alors que les boîtes seront installées dans divers endroits pour la cueillette. Les dons de la population sont bienvenus, on peut le comprendre. Les vêtements qui ne pourront être vendus ou exportés seront transformés en chiffons à usage industriel. C'est ce qu'a mentionné la directrice aussi lors de cette même allocution. Et outre le soutien à la friperie, l'argent versé par la Ville servira à l'achat de machines à coudre industrielles supplémentaires. Il y a de plus en plus de demandes de sous-traitance, indique Mme Arbic. Également, dès le début de 2018, possiblement en février, des cours de couture domestique seront offerts afin d'apprendre à faire un sac et réparer ses vêtements. Et finalement, une partie de la subvention sera utilisée pour un nouveau site Web. Depuis les débuts de Textilart, il y a près de 20 ans, autrefois connu sous le vocable du Centre régional de récupération et de recyclage Laval. C'est plus de 2000 personnes qui ont pu intégrer le marché du travail et l'expansion permettra d'augmenter le nombre d'employés de participants, en fait valoir Jocelyne Arbic, qui est une des têtes dirigeantes. 37 ados s'expriment sur les parcs et espaces publics malgré la neige et le froid. C'est une trentaine de personnes qui ont pris part au vernissage du projet Regard adolescents sur les parcs et espaces publics lavallois présenté jusqu'à la fin février 2018 dans le hall de l'Hôtel de Ville. Dans cette exposition, une vingtaine de cubes illustrant les photos et propos de 37 adolescents lavallois témoignent de la démarche citoyenne entreprise à la demande des travaux publics le printemps dernier. Munis de leur téléphone ou d'une tablette électronique, ces jeunes ont photographié un lieu public qu'ils affectionnent ou pour souligner une problématique, que ce soit une berge, un arrêt d'autobus, terrain de sport, parc ou tronçon de rue. Au départ, cette récolte de scènes du quotidien avait pour but de faciliter la parole et devant l'impressionnant total et résultat, les responsables ont décidé finalement d'en faire une exposition. Alors, si vous avancez près du hall de l'Hôtel de Ville, vous pourrez apercevoir ces magnifiques œuvres d'art. Mes salutations à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, des invités exceptionnels. Vous connaissez le Mont-la-Salle, c'est une grande institution ici à Valoise. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir M. Roger Naoum, qui est directeur adjoint et puis qui est membre aussi de la Fondation, et Gina Lesage, qui est une personnalité très active au sein de la Fondation. M. Naoum, parlez-moi un petit peu de l'historique du Mont-la-Salle. Bien, l'historique du Mont-la-Salle, au tout début, l'école Mont-la-Salle appartenait aux Frères des écoles chrétiennes. Alors, sa construction a été faite en 1917 et ça tombe bien. En avril dernier, en avril 2017, on fêtait le 100e anniversaire de l'école. 100 ans! 100 ans, exactement ça. Ensuite de ça, bien, c'est la commission scolaire Chamédé de Laval, à l'époque, qui a racheté les terrains et l'école. Et lors de la fusion de la commission scolaire de Laval, bien, aujourd'hui, l'école Mont-la-Salle, on la connaît sous la gouverne de la commission scolaire de Laval. Mais c'est une école qui a un statut patrimonial par rapport à sa salle, quand même, hein? La chapelle. Oh, tout à fait. Nous avons une fabuleuse chapelle qui est considérée comme patrimoine. Également, nous avons un orgue à la chapelle qui est considéré... Casavant. Casavant.
et qui est considéré comme un patrimoine aussi à la ville de Laval et un des très rares au Québec. Et que l'an dernier, nous avons eu de généreux partenaires et donateurs qui nous ont permis de la restaurer, de la remettre en fonction, qui pour nous est le cœur de cette chapelle-là. Et lors des festivités du 100e, les gens ont eu l'heureux plaisir d'entendre l'orgue rejouer. Ah oui, c'est formidable de l'entendre. Gina Lesage, vous faites partie de la Fondation du Mont-la-Salle. Oui, bien récemment, tout récemment. Oui, mais c'est quoi ça, la Fondation? Bien, la Fondation, c'est, dans le fond, ça vient soutenir tous les programmes que nous avons à l'école, les concentrations de l'école, la concentration de musique, art et sport. Alors, on fait plusieurs activités durant l'année. On fait des concerts, on fait des vernissages, on fait toutes sortes d'affaires pour ramasser l'argent pour soutenir. L'argent aussi va au changement d'instruments, pour différents produits qu'on a besoin pour... Au fait, vous voulez faire rayonner le Mont-la-Salle par l'intermédiaire de la Fondation, oui. Et puis vous aidez les étudiants aussi. Absolument. Le but, c'est d'aider les étudiants qui ont besoin d'aide. On est quand même dans un secteur qui est considéré une école un petit peu plus défavorisée qu'ailleurs. C'est ça. Oui. Puis, comme Mme Lesage a dit, notre mission est d'appuyer la mission éducative de l'école, tant au niveau scolaire que parascolaire, et qui nous permet aussi de soutenir le dépassement de nos jeunes et en lien avec la persévérance et leur réussite tant scolaire que personnelle. Mais quand le Mont-la-Salle a un intérêt particulier vers les arts et la culture, par exemple pour la musique. Bien, comme vous le dites, l'école elle a fait 100 ans. Et depuis le temps que je connais, le Mont-la-Salle a toujours été reconnu à plusieurs niveaux, dont la musique. Il y a eu également le milieu artistique et le théâtre. Il y a eu un moment où le théâtre était bien reconnu également à l'école. Tous les volets artistiques et musicaux sont très, très forts, mais depuis les dernières années, le volet sportif également a pris beaucoup d'ampleur. Et le milieu, l'entrepreneurship et les cours d'entrepreneuriat prennent beaucoup de place également dans les projets et les coopératives que les élèves sont à établir dans l'école. Combien d'élèves fréquentent le Mont-la-Salle? 1766 élèves. 1766. Presque 1800. C'est fantastique oui, quand même de voir ça. C'est énorme, oui. Alors, l'école... au niveau musical, j'ai vu dernièrement une présentation de l'orchestre de l'harmonie. Parlez-moi donc de ça un petit peu, Gina. Bien, moi, personnellement, j'adore l'harmonie. Mon fils a fait 5 ans à l'harmonie. Parce que le fils de madame fait partie de l'harmonie. Il a fait 5 ans en saxophone alto à l'harmonie. Là, il est à l'université. Puis là, ma fille vient de commencer le secondaire 1 en harmonie aussi, qui joue la guitare basse. Fait que j'ai un intérêt spécial pour l'harmonie. Mais il y a de la qualité. J'écoutais attentivement ce qui a été présenté. C'était vraiment intéressant. Oui, le concert de Noël qu'on vient de faire, secondaire 1, ça faisait juste depuis le mois de septembre qu'ils touchaient un instrument. Il y en avait quelques étudiants qui n'avaient jamais touché un instrument avant. Et écoutez, c'était incroyable. C'était vraiment quelque chose. Monsieur Naoum, quels sont vos projets futurs avec la Fondation? Bien, c'est sûr que dans la même visée de notre mission, on aimerait ça que de plus en plus de Lavallois ou autres connaissent nos élèves, tout ce qui se fait à travers notre école. C'est le mandat de la Fondation. Dans les prochains mois, nous avons des soirées bénéfices, dont une qui s'appelle la soirée Montbal, où c'est nos harmonies qui font des concerts le 27 avril prochain. Alors, c'est une soirée grandiose. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, beaucoup de partenaires. Il y a des personnes de renommée, dont Mme Lorraine Desmarais. Ah ben oui. Grande la plus grande pianiste de jazz sur le plan mondial. Actuellement, elle va présenter un programme aussi à la Maison des Arts en mars, je crois. Oui. Lorraine, écoutez, c'est une Lavalloise aussi talentueuse. C'est une Lavalloise, c'est une grande partenaire avec nous. Également, elle soutient nos artistes avec des bourses qu'on appelle Lorraine Desmarais lors de notre gala Méritas.
Et j'en profite pour le dire, nous faisons un hommage cette année à Mme Desmarais pour les 15 ans de la Fondation et son soutien auprès de nos élèves. Mais ça va être formidable. Sans aucun doute. À quelle période vous allez présenter? Le 27 avril prochain. 27 avril. Alors, les auditeurs, là, le 27 avril, réservez, parce que assister à une présentation de Mme Lorraine Desmarais, c'est quelque chose. Écoutez, elle est reconnue mondialement. Elle est fantastique. Ouais. Voilà. Et puis, vous avez d'autres projets ici? Bien sûr. Là, depuis quelques mois, nous avons aussi une nouvelle bourse qui s'appelle les bourses Anne-Marie Boucher. Mm-hmm. Alors, Mme Boucher était une ancienne élève du Mont-la-Salle et dont son conjoint est M. Mitch Garber. Ah bon? Alors, nous avons l'heureux plaisir d'avoir un soutien de 50 000 $ pour les 5 prochaines années, qui va se traduire par des bourses aux élèves sur leur entrepreneuriat personnel, donc jusqu'à concurrence de 10 000 $ par année qu'on offre sur les 5 prochaines années. Il y a également les frères des écoles chrétiennes qui nous ont soumis un montant de 15 000 $ pour les 5 prochaines années, suite aux festivités du centenaire de l'école qu'ils ont adoré. Alors, encore en lien avec le soutien et le dépassement de nos élèves. Monsieur Naum, je pense que vous avez un programme exceptionnel. Et puis le Mont-la-Salle, on est fiers de l'avoir sur Laval pour faire rayonner la culture. Merci beaucoup d'avoir participé toutes les deux. Merci à vous. Merci. Laval sera l'hôte des Jeux du Québec en 2020. Sport Québec qui a fait l'annonce de l'octroi de la 55e finale. Et donc, c'est officiel. Nous serons l'hôte ici des Jeux du Québec à l'été 2020. C'est devant une cinquantaine de personnes, dont plusieurs membres d'associations sportives lavalloises, des partenaires institutionnels et corporatifs, que le maire de Laval, Marc Demers, et la porte-parole, la très jolie et merveilleuse Roselyne Filion, que le président de Sport Québec, M. Michel Allen, et la ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, en ont fait l'annonce. Après un travail rigoureux des membres du comité de mise en candidature et une campagne de mobilisation significative, le verdict est enfin tombé. La région de Laval organise les Jeux en juillet prochain pour les quelques 3 700 athlètes âgés de 12 à 17 ans provenant de 19 régions de la province. C'est plus de 3 000 bénévoles qui seront essentiels à la réussite de cet événement d'envergure. Laval, dit-on dans un communiqué, a tous les avantages pour accueillir le plus important rassemblement multisport au Québec. Rien ne sera laissé au hasard, à commencer par un accueil des plus chaleureux pour les athlètes, les entraîneurs, les officiels et les visiteurs. À l'été 2020, c'est chez nous que ça va se passer. Soyez assurés que nous offrirons des infrastructures sportives de haut niveau qui respecteront les engagements de notre politique de l'activité physique, a aussi déclaré le maire de Laval, M. Marc Demers. C'est vraiment un grand bonheur d'accueillir la finale des Jeux du Québec à Laval en 2020. Laval est une grande ville aux 1001 atouts. L'expérience que les athlètes vont vivre en sera une des plus mémorables, de dire avec beaucoup d'enthousiasme lors de cette annonce la porte-parole Roselyne Filion. Rappelons que Laval avait manifesté son intérêt pour devenir l'hôte de la 55e finale des Jeux du Québec de 2020 en déposant sa candidature en juin 2016, en s'alliant avec de précieux partenaires tels que Sport Laval, le Collège Montmorency, les commissions scolaires principales ici sur le territoire lavallois, la Société de transport de Laval, Tourisme Laval, le Cosmodome, le complexe multisport Bois de Boulogne et la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Beaucoup d'efforts ont été déployés pour mobiliser le milieu lavallois. Les gens ont très bien répondu et nous tenons à les remercier sincèrement de leur appui massif, a aussi conclu le maire de Laval. Cet hiver, c'est dehors et c'est dans le plaisir que ça se passe, vous le comprendrez, avec cette neige qui nous tombe dessus. C'est un hiver bien rempli qui s'annonce à Laval cette année. De la fin décembre jusqu'en mars prochain, une panoplie d'activités extérieures sont offertes aux Lavallois, soit fêtes, initiations sportives, pratiques libres et rendez-vous animés. De quoi profiter, on peut comprendre des joies de la saison froide, peu importe votre âge, et la programmation complète se trouve sur le site dehors.laval.ca. Alex, tu me fais peur. Ah, je t'ai fait peur? Oui, Tu veux pas de neige? Non! T'as pas la folie de Noël, let it snow? Plus ou moins, j'ai pas envie d'être tout mouillé. C'était pas prévu. On vous souhaite un... J'ai vraiment la face qui va avec l'événement. Avec l'événement. Hey, on vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Oui, joyeux temps des fêtes. On se retrouve en janvier prochain. Je peux même pas me venger. Ben non, tu peux pas te venger, Mais oui, tu peux. OK, regarde, je vais être bon joueur. Penche-toi. Oh, c'était à peine pour le 3 chess.
Ben, on va essayer de reprendre notre sérieux quelques secondes. Oui, on tout vous souhaite à fait. vraiment, sincèrement, un très joyeux temps des fêtes. Moi, je vous souhaite de la lumière dans les yeux. Je vous souhaite ce qu'il y a de plus essentiel, du temps et encore du temps. Une merveilleuse année 2018 où vous allez réaliser tous vos rêves. Effectivement. Tout est possible, Et mesdames puis, et messieurs. on aura toujours la possibilité de remporter plusieurs milliers de dollars à l'écoute de TV Laval avec les bingos les dimanches matins, le bingo TV Laval. Alors, on vous invite à vous enquérir de toute l'information, tvrl.ca, notre page Facebook. Puis on se dit à très, très, très bientôt. À très bientôt. Bon temps des fêtes. Hey, et le Père Noël est là? Et Jean-Jacques Lapierre, 81 ans. Aussi. Bye.